On va attaquer et les derniers participants pourront reprendre la présentation en cours. Donc, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire concernant le gel, donc organisé par l'ACMG. Cette réunion, je vous informe, elle est enregistrée. Vous avez dû recevoir les informations par rapport à tout ça et nous la communiquerons sur notre chaîne YouTube. Mais je préférais quand même vous le rappeler en introduction. Donc, on est ensemble pour une petite heure concernant le sujet du gel, concernant des moyens d'adaptation et surtout le service aussi qu'on développe à la CMG et nos programmes de recherche autour du gel. Donc, je vous propose de dérouler pendant la grosse demi-heure là devant nous sur les différents sujets. Et si vous avez des questions, on prendra un moment à la fin de cette réunion pour pouvoir prendre le temps d'y répondre. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Un dernier check avant de commencer. Mais si personne ne se manifeste, super. Merci beaucoup pour vos retours. Donc, c'est parti. Hop, je mets mon écran en plein écran et donc je commence avec ce webinaire qui a pour titre donc comment anticiper l'impact du gel printanier sur vos cultures. Avant toute chose, un petit mot sur la CMG. Donc nous sommes une association de loi 1901 qui a été créée dans les années 60 pour ceux qui ne la connaissaient pas. Nous, association climatologique de Moyenne-Garonne qui a été créée donc par les agriculteurs qui avaient des besoins d'avoir plus de précision sur les aléas climatiques. Déjà à l'époque, on ne parlait pas de changement climatique, mais déjà on parlait des aléas et notamment de leur impact sur l'agriculture. Donc c'était notamment sur le volet gel et grêle. Et ensuite est arrivé dans les années 70 des questionnements sur la ressource en eau et notamment donc le pilotage de l'irrigation à la parcelle. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas de capteurs, on avait déjà du prélèvement de terre à la tarière et des analyses manuelles derrière. Aujourd'hui, nous sommes 220 membres au sein de l'association qui sont majoritairement issus du monde agricole, mais aussi des entreprises, des industriels, des collectivités de nos territoires qui sont aussi qui suivent de près les enjeux du réchauffement climatique. L'activité de la CMG se décline en trois piliers. Le premier, c'est la recherche et le développement, parce que la mission principale de l'association, c'est bien de diffuser et de transférer des stratégies, de méthodes d'adaptation au réchauffement climatique au plus grand nombre. Donc, que ce soit au monde agricole, que ce soit aux collectivités, grâce à ce qu'on peut définir et mettre en place dans le cadre de nos programmes de recherche, dont je vais vous parler juste après. Nous avons aussi toute une palette de services pour mieux s'adapter au réchauffement climatique et notamment le service gel dont je vous parlerai tout à l'heure et des formations aussi pour monter en compétences au niveau de vos structures, au niveau des élus, au niveau des administrateurs de coopératives, d'unions de producteurs pour monter en compétences, que ce soit sur le pilotage de l'irrigation, sur la lutte contre le gel. Nous avons fait une dernière formation il y a 10 jours chez Cadre Albret sur NERAC. Notamment sur la partie lutte contre le gel. Voilà, donc c'est des sujets qui peuvent aussi être intéressants au niveau de l'adaptation. Au niveau de la recherche et du développement, nous avons deux axes principaux. Le premier, la prévision et l'adaptation aux aléas climatiques. Donc, on revient sur le sujet du gel, bien évidemment, aujourd'hui. On travaille aussi sur l'optimisation des prévisions météo. On a un nouveau projet qui va bientôt se lancer sur l'intelligence artificielle avec la météorologie et aussi l'adaptation à la sécheresse. Donc là, on est vraiment sur le volet aléas climatiques et météo. Le second volet est toujours au sujet au niveau de l'eau. Donc, comment optimiser la ressource avec à la fois l'optimisation de l'irrigation en parcelle, l'optimisation de la ressource au niveau des cours d'eau et du bassin versant, ou alors comment on peut faire aussi pour améliorer nos sols et améliorer le stockage de l'eau dans les sols. Donc, tous ces programmes de recherche ont vocation à transmettre au plus grand nombre donc, des différentes stratégies qu'on pourra mettre en place dans le cadre de ces programmes et de le diffuser au niveau des territoires, de l'agriculture et des collectivités. Le réseau agroclimatologique de la CMG a été créé dans les années 60. Donc, dans les années 60, on n'avait pas de station météo, c'était
des agriculteurs, des bénévoles qui réalisaient le relevé météorologique à la main. Et donc, ce réseau agrométéo, depuis les années 60, est toujours actif. Donc, on a un historique et une base de données qui est assez précise, assez robuste et très large sur toute la moyenne Garonne, sur des données agroclimatiques, ce qui nous donne vraiment la partie historique et la partie robuste pour toutes nos prévisions agroclimatologiques aujourd'hui, et notamment dans le cadre de nos études qu'on peut fournir à nos clients aujourd'hui. Ce réseau aujourd'hui n'est plus uniquement composé de relevés manuels. On a bien évidemment du capteur avec de la station météo connectée et également avec du capteur de température. Et notamment, j'y reviendrai tout à l'heure, sur le service gel, ces capteurs vont vous permettre en fait de paramétrer vos alertes gel directement sur nos stations météo de notre réseau climatique. Concernant l'association, et ça sera la dernière slide, et j'en terminerai, nous avons donc différents services en fonction de votre adhésion annuelle au niveau de l'association. Nous avons des bulletins conseils agrométéo au niveau hebdomadaire, un accès en direct à notre réseau climato dont je vous présentais justement la slide juste avant, et nous avons aussi un accès privilégié pour nos adhérents et surtout une intégration de nos adhérents dans nos programmes de recherche. Donc nous avons par exemple, pour le programme Angèle que je vais vous présenter juste après, 5 agriculteurs qui sont nos adhérents sur les différentes régions de la moyenne Garonne et qui forcément participent à ce projet. Et en plus, ensuite, en termes de services complémentaires, nous avons donc des études agroclimatologiques, je vous en parlais, avec des projections climatiques, l'adaptation de nos filières au réchauffement climatique, des comparatifs météo aussi en fonction des territoires. Et est-ce que c'est intéressant d'intégrer des filières exotiques, des filières pertinentes sur nos territoires, notamment on travaille sur un programme sur les agrumes en Lot-et-Garonne, par exemple. Nous avons aussi d'autres services comme l'analyse d'impact thermique en zone rurale. Donc, avec de l'analyse d'images satellites, on va pouvoir étudier et analyser l'impact d'une sécheresse sur un territoire, les risques gel. Nous travaillons avec l'AOC Cahors, par exemple, sur les risques gel sur tout le territoire de l'AOC Cahors. La définition des zones humides aussi sur un territoire ou des zones irriguées, par exemple. L'analyse d'impact aussi thermique, on peut le faire en zone urbaine. Donc là, c'est plutôt destiné aux collectivités avec le suivi des îlots de chaleur et des îlots de fraîcheur. Et nous avons toujours ce service de pilotage d'irrigation avec la mise à disposition de matériel dont nous sommes propriétaires. C'est de la location, en fait. Et avec le conseil d'irrigation aussi. Donc ça sera de juin à septembre. On en reparlera. Il y aura certainement notre webinaire à ce moment-là. Et le service gel avec de la prévision, l'alerte et le conseil de lutte. Et ça, je vous en parlerai à la fin de ce webinaire. Pour entrer dans le vif du sujet, au niveau du gel, je voulais avant tout vous repréciser un petit peu quelles sont les différentes typologies de gel, qu'est-ce que le gel printanier, et ensuite on parlera donc de notre programme de recherche et du service à la CMG. Donc le gel printanier, avant tout, c'est un événement climatique qui survient au printemps, donc après le débourrement des plantes herbacées et ligneuses. C'est justement ce qui fait que c'est un événement climatique dangereux, puisque le gel qu'on a pu avoir début janvier, celui-ci n'a pas été dramatique pour nos plantes et nos cultures. Ce sont des gelées tardives qui touchent les bourgeons de la vigne, des arbres fruitiers qui n'ont plus de coque protectrice. On va avoir donc une formation de cristaux de glace et qui vont entraîner la nécrose des tissus, comme vous pouvez voir sur l'image juste en bas, et ce qui va provoquer des pertes de rendement qui sont dramatiques pour nos agriculteurs, pour nos territoires, notamment en arboriculture et en viticulture. Mais il y a aussi certaines grandes cultures qui sont aussi sensibles en fonction de leur stade et des variétés qui sont sensibles au gel. Le gel printanier et le réchauffement climatique. On entend aussi, voilà, il y a les températures qui se réchauffent. On va avoir de moins en moins de gel dans les années à venir. Alors, c'est vrai, on va avoir de moins en moins de nombre de jours de gel. Donc là, lors d'une dernière étude, vous voyez sous vos yeux le nombre de jours de gel par décade du mois de mars au mois d'avril qu'on a étudié depuis l'année 2010 jusqu'à l'année 2025. Donc, vous voyez, l'année 2010, par exemple, on a eu
11 jours de gel sur les 2 premières décades du mois de mars. Donc les décades, ce sont les 10 jours. Donc la décade numéro 1, c'est les 10 premiers jours de mars. La décade numéro 2, c'est les 10 jours ensuite, etc. Donc nous avions eu 11 jours de gel. Et vous voyez, c'est vrai qu'au fur et à mesure, donc sur les 15 dernières années, on peut imaginer voir une tendance à la baisse légère du nombre de jours de gel sur le mois de mars et le mois d'avril. Néanmoins, donc oui, avec le réchauffement climatique et l'augmentation de température, on aura moins de jours de gel dans les 20, 30, 40 ans. Néanmoins, ces jours de gel, vous le voyez, on a eu des dégâts qui ont été dramatiques, notamment les années 2021, 2022. Et ce n'étaient pas les années où on a eu le plus de nombre de jours de gel sur Montauban au mois de mars et au mois d'avril. Donc, le nombre de jours de gel va diminuer dans les prochaines années avec le réchauffement climatique. On en est quasiment certain avec les projections que nous, on peut faire à la CMG, mais aussi au sein de Météo France. Mais par contre, on sait bien que la végétation va démarrer tôt et potentiellement de plus en plus tôt. Donc là, on l'a vu, après 15 jours, 3 semaines de pluie discontinue, on a l'impression qu'on s'est réveillé au printemps il y a 3 jours. Hein, tout est en train de débourrer et de fleurir. Donc on va là, dès maintenant, on commence à avoir une fragilité de nos cultures, de nos arbres, et une vulnérabilité, malheureusement, qui va s'intégrer, qui va survenir à la première descente froide que nous allons avoir dans les prochaines semaines, évidemment en fonction des différentes cultures et des stades végétatifs. Donc, les nombres de jours de gel, les jours de gel vont diminuer, mais cela n'empêchera pas à la fois des floraisons et des bourgeonnements qui seront précoces, et cela n'empêchera surtout pas des descentes froides qui nous arriveront de la Scandinavie et du pôle, et qui pourront être potentiellement dramatiques. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, couper vos microphones le temps merci. On a des productions qui sont plus ou moins sensibles au gel. Donc, j'ai parlé rapidement. On a des grandes cultures aussi qui sont sensibles au gel. Mais aujourd'hui, on fera un focus sur l'arbo et la vitie qui sont aujourd'hui sensibles au gel. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on le sait. Les abricots, les pêches, les amandiers, les kiwis aussi, qui ne sont pas forcément intégrés sur cette slide. Et évidemment, tout ce qui est prunes, cerises, poires et pommes également. On a différents seuils de sensibilité aussi qui sont variables en fonction des stades végétatifs, qui sont variables aussi en fonction des cultures et qui sont variables aussi en fonction des variétés. Donc, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose de plus, mais vous le savez, on a des grosses variabilités en fonction des espèces, des variétés et du stade, surtout de leur stade végétatif. Donc, le stade végétatif, c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, puisqu'avec ce beau soleil et ce rayonnement qui nous arrive et ces températures très clémentes en ce moment, on a des bourgeons et des débourrements qui arrivent bien plus précocement qu'habituellement. Et donc, ce qui augmente le risque. Des seuils critiques qui sont aussi variables selon les espèces, c'est pareil avec, par exemple, sous vos yeux, les poires qui sont sensibles, beaucoup plus sensibles que la prune au stade boutons floraux, par exemple. Au niveau de la vigne, on a une sensibilité qui est plus ou moins constante tout au long du stade végétatif à partir du bouton floral. Voilà, donc on a évidemment différents seuils critiques et de sensibilité en fonction des espèces. Après maintenant vous avoir parlé du focus sensibilité et gel, je vais vous présenter, donc certains ont déjà eu la présentation, mais des différentes typologies de gel. Donc vous les connaissez certainement. Avant d'aller plus loin, un principe physique, somme toute classique, sur les 3 modes de transfert d'énergie. Puisque un type de gel principal, le principal et le plus courant, c'est le gel de radiation, radiatif, et qui prend compte du phénomène de radiation au niveau de transfert de l'énergie. Donc, nous avons le premier principe qui est la conduction, qui a besoin d'un matériau fixe pour se propager, avec une énergie qui va se servir, là, comme vous le voyez sur la slide, d'un matériau pour se propager. Là, on a le manche de la casserole qui va transférer la chaleur et dont on peut se brûler. Retenez bien en tête le phénomène de conduction où l'eau aussi est conductrice d'énergie. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure, notamment pour notre programme en gel.
Nous avons la convection. La convection, donc là, c'est un fluide comme l'air ou l'eau, pardon, c'est la convection par l'eau qui va propager donc l'énergie. Et nous avons donc le phénomène de rayonnement qui a besoin de vide pour transporter les photons. Et donc là, c'est en lien direct avec le premier phénomène de gel dont je vais vous parler juste après. En fonction de chaque longueur d'onde et de la taille des particules, des nuages, du brouillard, etc., il va y avoir transmission, absorption ou réflexion de cette énergie. Donc, quand il y a un phénomène de gel, il va y avoir une perte de rayonnement du sol qui a été accumulée pendant la journée. Et pendant la nuit, on a cette perte de rayonnement qui va se réfléchir, en tout cas se transmettre vers l'atmosphère. Si on a une atmosphère qui est couverte avec des nuages, du brouillard, etc., cette énergie va pouvoir être surtout absorbée par ces nuages en fonction de la longueur d'onde et de la taille des particules, évidemment. Et une partie de cette énergie va être réfléchie et va revenir sur la Terre. Donc, le phénomène de gel va être largement atténué et va pas se mettre en place lorsqu'on a ces couvertures nuageuses. Quand on a un temps clair et un temps dégagé, on a une transmission de cette énergie directement vers l'atmosphère. Et là, on va avoir le phénomène de gel et de perte par rayonnement qui va survenir au niveau du sol. Donc, on va avoir, je vous le disais, cette perte de chaleur du sol et des végétaux par rayonnement infrarouge. Donc là, on est vraiment sur un gel par perte de rayonnement. Les nuages nous aident dans ce cas-là, aident les agriculteurs. Ils font vraiment office d'une vraie couverture thermique. Et les nuages vont permettre aussi la réflexion des rayons infrarouges directement vers le sol. Donc, pour qu'il y ait une absorption, il faut vraiment que les particules nuageuses aient une taille supérieure ou égale à la longueur d'onde, mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail trop technique là-dessus. Donc, première typologie de gel, c'est ce dont je vous parlais, c'est le gel de rayonnement. Donc, on va avoir vraiment un bilan énergétique négatif au sol, puisqu'on va avoir un ciel dégagé, un vent faible, une masse d'air frais qui va nous arriver donc de Scandinavie, du nord, d'une descente froide, et on va avoir une perte de rayonnement du sol avec ce rayonnement qui va repartir vers l'atmosphère. Lorsqu'on le voit sur la slide, il y a des nuages, une grisaille pendant la nuit. On va avoir un faible rayonnement nocturne, donc une faible perte de rayonnement, et donc un maintien d'une douceur relative au niveau du sol, et donc beaucoup moins de risque de gel lorsqu'on a des nuages. Un peu plus de précision là-dessus, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus. Donc, je vous le disais, c'est un bilan énergétique négatif au sol quand on a cette perte de rayonnement. Donc, on va avoir 150 à 300 watts par mètre carré qui vont être perdus au niveau de cette perte de rayonnement thermique. C'est notamment ce qui se passe, comme je vous le disais, quand on a moins de nuages, pas de brouillard, etc. Cette perte d'énergie va aussi s'accumuler dans les basses couches, puisque l'air froid va s'accumuler dans les basses couches, puisqu'on sait que l'air froid est beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd. Donc, dans les basses couches, on va avoir un gradient thermique négatif et avec cette température qui va diminuer et s'accumuler dans les bas-fonds. Donc, voilà pourquoi ce gel de rayonnement peut être dangereux lors des nuits dégagées et des nuits froides. Deuxième typologie, pardon, excusez-moi, donc juste un petit focus sur le gel de rayonnement. Ce gel de rayonnement provoque une inversion de température. C'est ce qui explique qu'on va utiliser notamment en moyen de lutte actif des pales, des tours à vent, puisqu'on va avoir une inversion de gradient de température, puisque l'air froid va s'accumuler près du sol et va remplacer l'air chaud, en fait, qui va monter à plus de 20, 30, 40 mètres. Et donc, cette pale qui est à 20, 30, 40 mètres, cette tour à vent, va brasser de l'air qui est plus chaud en hauteur et qui va l'envoyer plus bas au niveau des vergers et des vignes notamment. Donc, on a ce gradient de température avec ce plafond d'inversion qui est autour de 20, 30, 40 mètres en fonction des phénomènes de gel. La gelée d'advection, deuxième typologie de gel. Donc là, on n'est pas sur une perte de chaleur du sol, c'est complètement différent. On est surtout sur une arrivée d'air froid sur une longue période. Donc ça va être un air froid qui va stagner sur nos contrées pendant 3, 4, 5 jours. Et là, peu importe combien de chaleur le sol a emmagasiné, l'air froid va prendre le dessus. C'est un phénomène qui est beaucoup plus rare que le gel de rayonnement.
mais il peut arriver également lorsqu'on a des descentes polaires qui vont vraiment stagner pendant plusieurs jours. C'est-à-dire que même lorsque le soleil, normalement une nuit de gel, lorsque le soleil se lève, la température commence à se réchauffer et à monter au-dessus de zéro. Lorsque pendant plusieurs jours, on a ces températures en dessous de zéro, là, ça va être très compliqué pour les températures de remonter et pour la végétation de reprendre le dessus au niveau du gel. Et le troisième type de gel, ça va être le gel d'évaporation, donc qui arrive, lui, lorsqu'on a de l'humidité sur notre végétal. Donc, lorsqu'il y a un dépôt de rosée ou de givre qui va être sur notre végétal et on n'a pas forcément beaucoup de vent à ce moment-là et on a quand même cette accumulation, bien sûr, de température froide. Et puis, soudainement, on va avoir une turbulence qui arrive des coteaux, qui arrive d'un coin de la parcelle un peu plus exposé au vent. Et cette turbulence va en fait apporter de l'air sec et va faire s'évaporer instantanément la gouttelette d'eau qui va être sur le végétal, sur la feuille, sur le bourgeon, peu importe. Et cette évaporation instantanée va faire chuter la température parce que pour que l'eau puisse s'évaporer, elle va pomper de l'énergie directement au sein de la feuille du bourgeon pour être à l'état gazeux. Donc, le bourgeon, la feuille, va donner cette énergie à l'eau pour qu'elle puisse s'évaporer. Et c'est ce qui est dangereux, notamment en fin de nuit, lorsqu'on est en mode aspersion dans nos vergers pour lutter contre le gel. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'à 6 heures, 7 heures du matin, on peut se dire, OK, tout est protégé, mais le végétal est mouillé et soudainement, on peut avoir une turbulence qui arrive d'un coteau, une descente rapide d'air sec et qui va potentiellement engendrer un gel d'évaporation soudain. Donc, une fois qu'on lance l'aspersion, il ne faut pas forcément s'arrêter tout de suite, en fonction de vos conditions, bien entendu. Différents moyens de lutte que vous connaissez, j'ai parlé de l'aspersion, qui est une technique active. On a le chauffage aussi, le brassage de l'air aussi avec des tours à vent, dont on a parlé. Des filets, des techniques passives avec des variétés qui sont plus ou moins résistantes. On est sur un projet, je vous en parlais tout à l'heure en introduction, sur l'introduction des agrumes en Lot-et-Garonne. On a plein de variétés d'agrumes qui sont plus ou moins résistantes aussi au gel, donc c'est très très large et pas mal de variétés sont résistantes. Des adaptations des itinéraires culturaux aussi qui peuvent être pertinents pour la lutte contre le gel. Le choix de l'enherbement et aussi également en fonction des variétés de couverts végétaux. J'en viens au niveau de cette lutte, j'en viens à vous parler de notre programme de recherche qui est le programme Angel. Donc le programme Angel, c'est un programme européen qui est financé dans le cadre de l'Interreg Sud-Ouest et qui a pour objectif d'alerter et de lutter contre le gel de printemps en agriculture. Donc ce programme a pour objectif de développer des solutions innovantes et durables pour prévenir et s'adapter contre le gel, qui est accentué donc avec la floraison précoce dans les cultures à cause du réchauffement climatique, et un système d'alerte précoce aussi qui sera développé par un partenaire espagnol. Donc ça, ce sera fait au niveau de nos zones d'activité en France, dans le sud-ouest, avec nos partenaires français, mais aussi en Espagne et au Portugal. Donc voilà nos partenaires français, espagnols et portugais dans le cadre du programme Angel. Et donc au niveau des expérimentations, qu'est-ce qu'on va faire dans le programme? Qu'est-ce qu'on va tester? On va tester différentes solutions passives et actives de lutte contre le gel. Et surtout, on va mesurer en fait leur impact. Donc notamment dans le cadre de ce programme, on va tester. Le partenaire espagnol Necker va tester la taille tardive sur vigne pour retarder le débourrement en fait des bourgeons, de la floraison, etc. Du côté de la CMG, nous, on va tester l'humidification du sol et on va tester l'enherbement. Je vais vous en parler juste après. Vous avez vu que l'eau conduisait plus la chaleur que de l'air, par exemple. Donc, si on humidifie un sol pendant la journée juste avant le risque gel,
cette eau va emmagasiner de la chaleur et, en tout cas c'est notre hypothèse, et au petit matin ou pendant la nuit, un sol mouillé, c'est l'hypothèse qu'on fait à la CMG, va restituer plus de chaleur qu'un sol, par exemple, qui sera sec, puisque l'air ne sera pas conducteur de chaleur. Donc, l'idée, là, c'est de mesurer les réels impacts, en fait, de ces moyens de lutte, grâce notamment aux mesures par caméra thermique, alors qu'elles sont embarquées sur un drone ou qu'elles soient embarquées sur un avion, et de diffuser au plus grand nombre, encore une fois, les différents résultats expérimentaux de ce programme. Là, par exemple, c'est une image qu'on a pu avoir avec une caméra thermique embarquée sur drone. Et vous voyez bien que, donc ça, c'est une parcelle de vigne. Et vous voyez là, par exemple, on est sur lutte par aspersion. On voit bien que les ronds plus rouges, c'est là où il fait un peu plus chaud. Alors, les routes, bien évidemment, goudronnées sont bien plus chaudes que la parcelle de vigne. Et les zones les plus blanches, les plus jaunes claires, sont les zones les plus froides. Donc ça, c'est ce qu'on va réaliser dans le cadre de ce programme Angèle, en testant différentes modalités, que ce soit la taille tardive sur vigne, que ce soit l'humidification des sols, que ce soit la typologie et surtout la gestion de l'enherbement dans les vergers. Et d'ailleurs, là, on est en veille pour qu'à la moindre descente froide, on puisse lancer les expérimentations. Le principe de l'hypothèse de la CMG dont je vous parlais, c'est-à-dire l'humidification du sol. Le principe, j'en ai parlé, c'est que pendant le jour, un sol humide va pouvoir emmagasiner en fait l'énergie du soleil, l'énergie du rayonnement pendant le jour. Pendant la nuit, le principe, c'est que le sol mouillé va plus facilement restituer, avec une eau qui est conductrice de la chaleur, va plus facilement restituer en fait cette chaleur à l'atmosphère qu'un sol qui va être dépourvu d'humidité. Donc l'objectif dans ce projet, c'est que nous maintenons au plus proche de la capacité au champ en fait nos parcelles expérimentales qui vont comparer à des parcelles sèches, et on va comparer donc les températures en fait dans le sol, les températures à l'interface air-sol et les températures au niveau des différents vergers qu'on a en test à la CMG. Les vergers ont été instrumentés de la manière suivante, donc avec de la station météo équipée d'anémomètres, de pluviomètres, donc on a le panneau solaire pour alimenter la station. Nous avons le capteur d'humectation également, la sonde capacitive Syntec pour justement mesurer en fait l'humidité dans le sol et savoir s'il faut justement conseiller à l'agriculteur d'apporter en fait une irrigation supplémentaire pour maintenir la capacité au champ. Et nous avons différents capteurs. Donc là, c'est un capteur de température qui est à 1,50 m au niveau des bourgeons sur le verger. Et nous avons aussi un capteur à l'interface air-sol. Donc celui-là, normalement, il est enterré à 1 cm au-dessus de la surface du sol. Donc voilà les différentes modalités qu'on réalise sur nos essais pilotes avec des parcelles à la fois qui vont être irriguées, d'autres qui ne vont pas être irriguées. Et on aura aussi la modalité enherbement avec un rang qui va être enherbé avec un enherbement qui sera relativement haut et un sol où l'enherbement sera tendu à ras quelques jours avant le risque de gel. Puisque si on a un sol tendu, on va avoir une herbe qui va moins consommer de l'eau, qui va moins pomper l'eau du sol et qui va préserver l'humidité du sol, comparé à une herbe qui va être déjà haute, qui peut être à 50-90 cm de haut, et qui va être beaucoup plus gourmande, évidemment, en consommation d'eau dans le sol et qui va appauvrir l'humidité du sol. Donc, voici les différentes modalités qui sont mises en place dans le programme Angèle et qu'on va tester là à ce printemps et dont on partagera les résultats je pense, courant mai, courant juin, quand le risque gel sera terminé et qu'on va surtout compiler avec tous nos partenaires espagnols, portugais et français. En France, on travaille avec Kinvenio, donc centre technique de la région, et avec la Chambre d'agriculture aussi de Dordogne, qui réalise ces expérimentations sur vigne. Suite à cet équipement, parce qu'on a déjà équipé ces vergers il y a un an et demi,
On n'a pas eu de gel l'année dernière, heureusement pour les agriculteurs, mais du coup, même en nuit froide, donc on a des températures, vous le voyez, qui ne sont pas en dessous de zéro, mais on a pu voir la tendance, en tout cas, de l'hypothèse. Vous voyez la modalité orange, où on a 28 mm d'eau dans le sol qui commence à une température, on va dire, au-dessus de 11 degrés en fin de journée. Et on a la deuxième modalité à 38 mm, donc qui est beaucoup plus humide. Alors, plus humide, pas beaucoup plus, mais qui est plus humide que la première parcelle et qui est à 11 degrés. Donc, il y a quelques dixièmes de degrés de différence entre les deux parcelles à la fin de la journée, puisque on a une accumulation de chaleur différente pendant le jour. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est la restitution de chaleur pendant la nuit. Et pendant la nuit, on voit que le phénomène s'inverse et que c'est la modalité, en fait, qui est la moins humide, qui va sacrément descendre en température, puisqu'on va atteindre au minimal 5 degrés 47, et que la modalité qui est la plus humide, ben, qui réussit à maintenir une température qui reste, somme toute, autour des 9 degrés. Et donc, on a quand même un différentiel de 3,6 degrés entre les deux parcelles où on a, qui sont donc au même endroit, hein, sur un verger d'abricotier, et on a par contre une humidité différente dans le sol. Donc ça, c'était les premiers résultats. Par contre, on n'était pas dans une nuit de gel. Donc, on attend ce printemps et une nuit en dessous de zéro pour tester, pour avoir encore plus de résultats sur ces différentes modalités. N'hésitez pas, par rapport à ça, pour suivre les résultats, n'hésitez pas à suivre le compte LinkedIn de Angèle, qui a un compte dédié. C'est Angèle Sudoué. Donc, vous avez le petit QR code en haut à droite pour flasher et suivre directement la page et vous abonner si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas aussi également à télécharger l'état de l'art. Nous avons réalisé un état de l'art complet. Quand je dis complet, c'est qu'il est bien fourni puisqu'il fait il fait plus de 100 pages, mais vous avez un résumé, je vous rassure. On a un état de l'art complet qui est à télécharger gratuitement sur le phénomène du gel, les moyens de lutte existants, les phénomènes d'assurance aussi en fonction de différents pays, qui est à télécharger gratuitement sur le site web du programme Angèle. Donc, n'hésitez pas aussi à flasher les infos et à télécharger l'état de l'art. Tout est gratuit, bien entendu. Donc, je laisse encore la slide quelques secondes et puis ne vous inquiétez pas, on vous enverra les supports de communication de toute façon suite à ce webinaire. Et ce webinaire, pour rappel, sera diffusé sur la chaîne YouTube. À la CMG, maintenant, qu'est-ce qu'on propose pour accompagner nos adhérents, nos agriculteurs, les coopératives, pour prévenir au mieux les impacts du gel? On a des formations sur le terrain, donc des visites techniques auprès des producteurs, mais aussi des coopératives. Je vous parlais de Cadre Albret, là on était chez Maître Pruny en dessous, et des groupements de producteurs pour former, sensibiliser, conseiller quant à la lutte contre le gel. Donc avec un mix formation théorique et pratique sur le terrain chez un producteur. On a des analyses de risque territorialisées avec, je vous en parlais, de l'analyse d'image thermique. Donc là, on voit le risque gel sur cette parcelle, on voit aussi les coins où l'aspersion ne fonctionne plus, par exemple, en drone. Et là, on était sur un avion thermique et c'était sur le département de l'Hérault. Alors là, on était sur des phénomènes de chaleur sur des endroits et d'autres avec des îlots de fraîcheur sur d'autres. Donc ça, pour évaluer les risques gel sur des territoires bien ciblés, ça peut être intéressant. Et enfin, le service gel qu'on vient de lancer, qui est relativement complet, puisque vous avez des alertes en temps réel en fonction de notre réseau climatologique dont je vous ai présenté tout à l'heure, et en complément, un bulletin et un conseil de lutte qui est fourni à chaque client qui aura souscrit au service à chaque veille de nuit à risque. Donc, en fonction de la prévision météo que nous, on aura et de la nuit ou des nuits à risque, on envoie un bulletin à nos adhérents. Et en fait, on a un conseil qui est aussi adapté en fonction de la culture, en fonction du stade végétatif et en fonction de votre localisation. Parce qu'on n'aura pas le même risque qu'on soit à Montauban, à Agen ou à La Réole. Ces alertes, comment elles fonctionnent?
vous avez, je vais vous le montrer juste après, tout le réseau agroclimatique de la Moyenne-Garonne sous vos yeux avec nos, nos stations météo connectées, qui vont donc de Léognan, Vignonnet, en Gironde, jusqu'à Montauban, évidemment, en passant par Lot-et-Garonne. Vous paramétrez vos alertes sur l'application Aqualis et ensuite, vous recevrez directement par SMS, mail ou téléphone une alerte sur telle parcelle. Attention, la sonde a atteint la température de 1 degré humide. Le seuil est à 13 degrés humide. Alors là, c'était une alerte, par exemple, et qui avait été atteint à 3h30 du matin. Voilà, donc ça, c'est des messages automatiques qui vous sont envoyés si vous paramétrez vos alertes sur nos stations. Donc là, je vous fais un petit zoom sur les stations disponibles sur lesquelles vous pourrez paramétrer vos alertes. Si vous avez vos parcelles, vos producteurs qui sont pas loin de ces stations-là, en sachant que, bien entendu, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir par quelle orientation descend la descente froide, comme son nom l'indique. Par quelle orientation arrive la descente froide? Est-ce qu'elle arrive du nord, de l'est, du nord-est, etc. Pour bien identifier aussi l'orientation, en sachant que lorsque vous paramétrez vos alertes, vous pouvez les paramétrer sur plusieurs stations. Vous n'êtes pas conditionné à une seule station. Vous pouvez les paramétrer sur 2, 3 stations en fonction de votre localisation, de vos parcelles et pour votre suivi global lors des nuits de gel. Les alertes sont paramétrables sur donc la plateforme Aqualis de notre partenaire Agralis, donc directement sur l'application du téléphone. Et évidemment, nos équipes sont à votre disposition pour vous aider à les paramétrer en fonction de votre moyen de lutte. Si vous êtes en lutte aspersion, vous n'allez pas la paramétrer de la même manière que si vous êtes en lutte par chauffage, par exemple. Donc ça, n'hésitez pas, on le fera ensemble pour paramétrer vos alertes et en fonction surtout de votre localisation sur la Moyenne-Garonne. Petit point aussi de notre partenaire Agralis, que vous connaissez pour certains, j'imagine. Les stations qu'on utilise, ce sont des stations Aquafox de notre réseau. Ces stations où on peut se connecter et suivre donc la température sèche, humide et air libre dans les différents vergers et dans les vignes, avec une actualisation de la température toutes les 10 minutes. Donc, ce qui est assez précis pour le suivi de gel pendant la nuit, et donc les paramètres pour les alertes, SMS, appel vocal ou email. Et on a une astreinte pendant la période de gel ici au sein des équipes ACMG et Agralis pour justement bien vérifier que tout part en termes d'alerte et qu'il n'y ait aucune défaillance technique pour vous alerter en temps réel. Ces stations gel sont aussi disponibles à la vente par les collègues de Agralis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mettrai en contact si vous voulez vous équiper directement. Voilà, un petit focus sur le bulletin gel qu'on envoie chaque nuit de gel. Donc, j'en parlais. On a le seuil de sensibilité des cultures en fonction du stade phénologique des cultures moyens sur nos contrées de Moyenne-Garonne, en fonction, évidemment, ça reste un stade qui est moyen, hein, on ne peut pas mettre tous les stades, mais du coup, vous voyez qu'on a un seuil de sensibilité qui est assez différent selon les stades phénologiques. La prévision à la nuit de gel, selon votre localisation, donc ça, c'est une prévision qui était faite sur Agen, qui ne sera peut-être pas la même que la prévision sur Montauban, Bressol, etc., et différents conseils de lutte qu'on a en fonction de la localisation. Donc ça, c'est des bulletins gel qu'on envoie en vente chaque nuit à risque, avec les prévisions et des conseils de lutte adaptés. Donc, pour vous inscrire au service gel, n'hésitez pas à flasher ce QR code. Je vais rester aussi quelques secondes sur cette diapo, ou alors directement nous contacter, à contacter ma collègue Manon au standard ou à l'adresse mail qui est sous vos yeux, parce que le service gel est lancé. Et avec la précocité des floraisons et des bourrements, voilà, la première descente pourrait être malheureusement faire quelques dégâts. En 2026, n'hésitez pas aussi à rejoindre le réseau de la CMG en devenant adhérent. Donc pareil, je vous laisse le QR code, mais on vous enverra de toute façon toutes nos présentations. Et je vous remercie pour votre écoute.
J'ai beaucoup parlé, donc si vous avez des questions, maintenant c'est à vous, n'hésitez pas. Merci Carole, merci pour vos retours. Oui, donc effectivement, je réponds à la question. Il faut être adhérent effectivement pour avoir le service d'elle. C'est un service qui est destiné à nos adhérents, en sachant que l'adhésion, le minimum pour être adhérent à la CMG, c'est 85 € l'année. Donc c'est assez, euh, je perds mes mots ce matin, excusez-moi, c'est assez faible, modeste, je vais y arriver. Voilà, donc on est sur une première adhésion. Tout dépend de la structure, de votre chiffre d'affaires, etc. Mais pour l'agriculteur en direct, voilà, on est une adhésion à 85 € l'année, en sachant que j'en ai parlé tout au début, mais une fois que vous êtes adhérent, vous avez accès à l'application avec toutes nos stations météo connectées toute l'année et avec différents bulletins aussi hebdomadaires de conseils, etc. Que ce soit sur le gel ou autre chose, hein, pendant les cultures, l'irrigation, etc. Mais ça, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Manon pour avoir plus d'infos par rapport au tout ça. Manon peut vous faire un devis exactement et nous, dans le compte rendu, on pourra vous envoyer le bulletin d'adhésion aussi où tout est indiqué en termes de modalités, etc., etc. Oui, pour une adhésion de société, tout à fait, plusieurs personnes peuvent avoir accès à notre application et aux données météo en direct, tout à fait. Donc ça, c'est pareil, je vous enverrai le bulletin. Euh, le bulletin et tout est indiqué à l'intérieur en fonction de la taille de l'entreprise, etc. Euh, vous pouvez évidemment avoir plusieurs accès. Ce sont des accès que nous, on règle directement au prestataire. Donc après, à partir de 5-6 accès, il y aura un petit surcoût, mais il y a une base tout à fait qui est disponible. Ouais, je vais utiliser le Et micro, ah, ce super. sera plus, voilà, ce sera plus simple. Ce sera plus simple parce que là, Ouais, j'en ai pour un et petit je me moment. sens. C'est Ouais, très bien. désolé, bonjour. Bonjour. Donc, nous, on a une utilisation des tours avant Ouais. et on a beaucoup travaillé donc sur le gel, notamment sur le côté séchage, on va dire, entre guillemets, du végétal, pour que le végétal Mm. soit le plus sec et le plus résistant au gel. Oui, pour éviter le gel Là, d'évaporation. Mm. voilà. Et du coup, votre travail là sur Le l'humidité sol. des sols, ouais, Ouais. l'humidité des sols est super intéressante, mais du coup, on est sur une irrigation au pied et non Ah pas, oui. non pas, Ah voilà, oui, pas par ah oui, aspersion. oui, 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 Voilà. tout à fait. Pour justement éviter de mouiller le végétal, comme vous l'avez bien Ouais, dit, d'accord. qui est carrément sensible au gel d'évaporation s'il survient en fin de nuit. Ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui, là, pour le coup, c'est vraiment un apport d'eau qui est vraiment en dessous de la frondaison, hein, ça c'est clair, qui est vraiment au pied du végétal, du verger, etc. Tout à D'accord, fait, oui. pour éviter Donc de en mouiller. vignoble, pour l'instant, pour nous, c'est pas du tout exploitable, quoi. Non, C'est pas. voilà, Ok. c'est ça. Alors, où vous êtes à Puy-Fromage, du côté de... On est en du... limite nord-est, donc on va être à la limite d'Ordogne. Ouais, On est voilà. au nord-est de la Gironde. Ok. Donc, oui, oui, en fonction de tout ça. Et alors, je sais qu'il y en a qui... Il y a certains châteaux vignobles qui sortent aussi maintenant de leurs AOC et tout pour pouvoir avoir une liberté ben, justement d'irriguer. Bon, pas encore tout à fait chez nous, mais ça commence à se faire, ouais, tout à fait, pour être... Et puis Ok. après, c'est l'équipement, c'est l'accès à l'équipement aussi. Surtout en vigne, tous les parcelles sont pas équipées, quoi. Mm. Mm, mm. Donc oui, donc nous pour l'instant, travailler avec les tours avant en cherchant à sécher au maximum le végétal et le préparer au gel, c'est le plus Le, judicieux, quoi. voilà, aujourd'hui, notre partenaire Necker, qui est en Espagne, travaille donc sur la taille tardive. Je ne sais pas si vous avez testé ce processus-là. Et ils sont équipés de tours avant donc pour tester concrètement les impacts de température suite à l'utilisation de la tour. Euh, voilà. Après, effectivement, sur les modalités irrigation, on aura des résultats voilà, sur la partie verger, quoi. Et ensuite, une question concernant la cartographie thermique aérienne. Oui, On a une idée du coût que ça représente. Est-ce que c'est par vol? C'est par... ouais, exactement.
Alors, il y a plusieurs modalités, c'est-à-dire que donc nous, on n'a pas d'avion, hein, la CMG, on fait travailler un prestataire sur la cartographie aérienne. Donc, on fait travailler un prestataire là-dessus qui travaille avec nous sur Angèle. Donc là, oui, on est sur des prestations techniques qui sont relativement élevées, hein, puisqu'on est sur une nuit de vol qui va être à partir de 10 000 euros en fonction des caméras thermiques embarquées et surtout en fonction du temps de vol avec le pilote à disposition, etc. Et surtout quand on le fait travailler de nuit. Forcément, c'est le gel qui nous intéresse. Euh, En sachant que du coup, ça c'est la partie cartographie aérienne. On a aussi la cartographie drone. Donc là, c'est vraiment si on a une ou deux parcelles à analyser. Alors là, on est sur des coûts beaucoup plus accessibles. Et ensuite, si c'est pour étudier tout un territoire ou plusieurs parcelles sur plusieurs kilomètres carrés, là, c'est judicieux d'utiliser plutôt la partie satellite. Et là, nous, justement, Flora, ici présente, va réaliser les études d'image satellite sur les années passées, les années où il a gelé, et où on va identifier, en fait, en faisant les superpositions d'images satellites, les zones les plus à risque, en fait, de gel, et préciser les contours des cartographies thermiques. Donc là, c'est vraiment en fonction du besoin, en fonction de la zone que vous voulez analyser, de sa taille et en fonction de la résolution que vous voulez y apporter. C'est-à-dire que si on est sur plusieurs kilomètres carrés sur analyser une grosse zone, l'image satellite en premier, et alors là, le coût, on est vraiment sur des coûts de service classiques, hein, y a pas de, on ne fait pas voler de machine, rien du tout. Et ensuite, avec un pixel beaucoup plus grand, par contre, et ensuite, si on veut avoir une résolution beaucoup plus précise, ben là, on va avoir de la caméra embarquée, soit sur avion, pour avoir quand même une zone assez large, soit sur drone si on est sur quelques parcelles. Ok. Et sur drone, du coup, on est sur quelle zone, enfin quelle surface à peu près on va pouvoir travailler? 2-3 hectares, un peu moins, un peu plus? Oui, c'est ça. En fait, tout dépend de la nuit de gel. Donc, si on est sur une nuit de gel, ben alors là, il faut que le prestataire puisse en même temps bouger d'une parcelle à l'autre. Donc, oui, ça va être 2-3 hectares, c'est ça. Parce que là, on est vraiment dans la parcelle avec le prestataire en fonction de la température aussi de la parcelle et pour faire dans la même nuit plusieurs parcelles en même temps. Donc, oui, c'est ça. Ça va être quelques hectares à peine. Et s'il y a plusieurs nuits de gel, malheureusement, là, on pourra faire, ou heureusement, plusieurs parcelles sur plusieurs jours, quoi. Ok, très bien. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous propose d'en terminer là. On a 4 minutes d'avance. C'est parfait. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez la moindre question, à contacter Manon directement au standard si vous avez des questions sur les adhésions, sur les services GEL. On est à votre disposition. Et si vous avez aussi des questions concernant Agralis et un achat direct de sondes, n'hésitez pas, on vous met aussi en relation. Voilà, je crois qu'il y a quelques personnes qui sont encore en train d'écrire dans le chat, mais voilà, mais je vous propose de clôturer. Merci à vous, merci pour vos questions, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Très bonne journée à vous. Au revoir.